Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 16 août. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir après des caprices du ciel qui ont forcément contrarié au petit matin ces 2 dernières journées tous vos projets de grand week-end au soleil. Nous sommes donc allés ce midi recueillir vos impressions et votre façon de gérer ces impondérables, comme pour certains, en se rendant notamment au musée océanographique avec toujours des animations très appréciées au cœur de ce lieu incontournable en principauté. Et pourquoi ne pas en profiter par ces temps incertains pour se plonger dans la lecture d'un bon bouquin? Nous sommes allés vous préparer une sélection de fin d'été et puis nous reviendrons dans ce journal sur le travail nocturne de la police maritime en matière de sécurité. Enfin, nous retrouverons un passionné d'astronomie et plus particulièrement dans le domaine de la conception des fusées. C'est Alan Hofer qui sera avec nous juste après avoir reçu un cycliste monégasque comblé, Victor Langelotti, qui en 2025 portera les couleurs de la prestigieuse équipe britannique Ineos Grenadier, équipe d'Egan Bernal, de Carlos Rodriguez, de Tom Pidcock ou encore de Geraint Thomas. Et tout d'abord, ces images fortes que vous avez pu observer au réveil le matin du 15 août, ce tonnerre qui gronde, ces éclairs qui illuminent le ciel au-dessus de la principauté jusqu'à atterrir sur les plus grands de nos immeubles. Et de nouveau ce matin, un ciel plombé, un ciel gris et bas avec quelques ondes à la clé, alors que l'on annonce encore quelques orages samedi et dimanche. Justement, vous, qu'avez-vous prévu dans ce cas de figure? Nous sommes allés à votre rencontre. Il y a eu une tornade dès 8h du matin. Et du coup, on n'a pas pu. On voulait venir à Monaco de base jeudi, donc on n'a pas pu. Et puis même pour la piscine, pour la plage et tout, c'est pas le mieux, quoi. Ça fait partie des aléas du voyage, des vacances. Non mais c'est vrai. Je fais partie de ceux qui animent le terrain de basket. Et donc effectivement ce matin c'était un peu pénible parce qu'il a plu de 8h jusqu'à quasiment midi et pour finaliser tout ça c'était un peu... Mais c'est pas grave, enfin, le cadre a fait oublier la météo et puis de toute façon on sait qu'à un moment ou à un autre il fera forcément soleil donc il n'y a pas de... c'est pas embêtant. Ce matin on s'est habillé chaudement et d'un coup il fait hyper chaud. On est venu à Monaco justement parce qu'il pleuvait, parce qu'on était voir le musée de l'automobile et puis quand on est sorti il faisait beau. Lovely, it's been far too hot here. Yeah, to have a bit of rain was really nice. Oui, et dans ces conditions, on en profite comme souvent pour découvrir ou redécouvrir le musée océanographique qui propose de surcroît nombre d'animations estivales, vous le savez, découvertes, ateliers, prises de conscience, expériences immersives, et ce jusqu'au 3 septembre, comme nous le rappelle Cassandra San Carlos. Comme chaque année, le musée océanographique met en place 3 activités estivales pour les visiteurs. Venez découvrir la faune et la flore du littoral méditerranéen en participant à l'atelier Les animaux du bord de mer. Et les animaux du bord de mer sont des activités tout publiques pour découvrir les animaux de mer de Méditerranée qu'on peut retrouver sur les bords de mer. Donc vous êtes accompagné d'un animateur scientifique qui va vous faire découvrir des étoiles de mer, des oursins, comment ils se déplacent, savoir pourquoi il y a des anémones sur les Bernard l'ermite. Et voilà, c'est une découverte en famille avec les petits et les plus grands. Vous pourrez également partir à l'aventure pour un escape game à bord du bateau du prince Albert Ier, le princesse Alice II, pris dans une tempête. Vous aurez aussi la chance d'explorer les fonds marins ou alors de plonger dans la peau d'un cachalot dans l'expérience immersive 360 degrés en réalité virtuelle. Et même si le but est de s'amuser, ces activités permettent d'acquérir de nouvelles connaissances et d'en apprendre plus sur l'univers marin grâce à des explications scientifiques à la fin de chaque atelier. Ils sont surpris de savoir qu'ils ne connaissaient pas tant de choses que ça sur les animaux qui ils pensaient connaître, que ce soit des crabes, des étoiles de mer et qui remarquent pas forcément. Et là on se rend compte qu'en fin de compte, ils découvrent un autre monde qu'ils n'ont pas l'habitude de voir autour d'eux. On a touché, on a fait beaucoup de choses très très intéressantes avec Gabriel et il était vraiment super sympa, c'est vraiment chouette. Oui, c'est une expérience intéressante qui est proposée par le musée. Les enfants ils découvrent un peu le monde de la nature autrement. Ça leur permet de les toucher, de comprendre un petit peu aussi, sensibiliser effectivement à tout ce milieu marin. Sensibiliser aux enjeux environnementaux de notre société, c'est ce que souhaite faire le musée avec ses activités. On sent que les gens sont de plus en plus sensibilisés en tout cas à tout ce qui est écologie, pollution, de plus petite génération, quand on reçoit même les plus petits, on sent qu'il y a cette sensibilisation à l'écologie, au plastique, à la pollution et qu'il y a une vraie volonté de protéger ces océans.
En parallèle des animations estivales, c'est le dernier été pour venir visiter l'exposition Mission Polaire, installée depuis 2022. Une immersion totale dans les milieux polaires à travers 5 espaces dédiés. Elle devrait quitter le musée d'ici la fin de l'année. La sécurité est l'un des grands atouts de la qualité de vie ici en Principauté, sur Terre comme en mer. Sous l'impulsion de Richard Marangoni, contrôleur général en charge de la direction de la sûreté publique, la division de la police maritime et aéroportuaire a décidé de compléter son dispositif de prévention avec des patrouilles de nuit. Vanessa Dessy et Thomas Deus ont suivi un exercice nocturne. L'appel maritime en priorité. Un requérant nous sollicite concernant un nageur en grande difficulté au niveau des rochers à l'aplomb du musée océanographique Parlé. De Golfe 7, je vous reçois un nageur en difficulté au niveau des enrochements sous le musée. On part immédiatement avec le Saint-Georges. En Principauté, ils sont en quelque sorte les gardiens de la mer et s'assurent que le calme règne, prêts à intervenir au moindre signe de détresse. La division de la police maritime et aéroportuaire a pour mission de veiller quotidiennement au bon fonctionnement de la vie maritime monégasque. Des patrouilles de nuit viennent dorénavant améliorer le dispositif de prévention. Ce sera justement pour prendre en compte des personnes qui pilotent des jet skis, qui pilotent des embarcations et qui pourraient être susceptibles d'avoir consommé de l'alcool, des produits stupéfiants ou de bien ne pas respecter non plus la vitesse qui est imposée dans certaines profondeurs au niveau de nos eaux. Des fonctionnaires qui vont pratiquer ce qu'on appelle le contrôle à l'abordage, c'est-à-dire bord à bord et demander les pièces d'identité, vérifier le comportement des personnes et donc développer cette politique de prévention, y compris dans le domaine de la mer. Mais nous avons également la présence en soirée de nos collègues qui vont faire des patrouilles pédestres sur les abords donc, du complexe balnéaire. La division de police maritime et aéroportuaire a la charge du sauvetage maritime en Principauté de Monaco sous l'égide du CROSMET. Elle est force menante. Elle peut avoir bien sûr le concours de nos amis et collègues sapeurs-pompiers sous certaines conditions, mais pour autant c'est une force menante en la matière et nous sommes dans le cadre des patrouilles que nous allons effectuer donc de nuit également sur ce dispositif-là de porter assistance lorsque ce sera nécessaire. Lors d'un exercice en conditions réelles, la police maritime simule une intervention nocturne. Dans une mer paisible, un nageur semble en difficulté et n'arrive pas à rejoindre le rivage près du musée océanographique. L'homme semble épuisé et lutte pour rester à la surface. À bord du Saint-Georges, les policiers repèrent la victime. Un sauveteur plonge afin de le ramener vers le bateau. Dans ce genre d'opération délicate, les difficultés sont nombreuses. La difficulté majeure, c'est la nuit. La nuit, la visibilité est bien sûr fortement diminuée. On peut être surpris par des déchets sur la surface de l'eau et ça nuit à la rapidité de l'intervention et de la projection sur site. C'est souvent dans des mers beaucoup plus difficiles qu'on est amené à intervenir. Parce que dans des mers difficiles, les gens sont facilement surpris par le ressac, par les vagues et emportés. Là aujourd'hui, dans ce cadre d'exercice, c'est sûr que les conditions de mer étaient plutôt favorables. Grâce à l'intervention rapide et coordonnée des équipes du CROSMED et de la division de la police maritime et aéroportuaire, cette opération de sauvetage en simulation s'est conclue avec succès. Vous voyez, CROSMED, la police maritime, c'est pour vous aviser que la personne a été recueillie. Elle nous a signé une décharge. Et donc elle a été laissée libre de regagner son domicile. Donc tout est rentré dans l'ordre, on a regagné le port et nos autorités sont avisées. Les sports, le football et le retour de la Ligue 1 ce week-end. Monaco qualifié grâce à sa position de vice-champion de France directement pour la Ligue des Champions a pu ainsi cet été préparer plus sereinement son retour à la compétition hexagonale avec un premier rendez-vous samedi soir 21h au Stade Louis II face à l'un des promus, Saint-Étienne. Les Verts, toujours bien présents dans l'imaginaire des amoureux du foot français. En conférence de presse, l'entraîneur monégasque, a fait peu de cas de l'histoire. À 18h, très concentré, vous allez le voir, sur l'ouverture d'une saison qu'il espère encore plus aboutie que la précédente. We can dream about titles, that's the nature, but also
We are really clear in our goals. Everybody knows that we are an ambition club. We know that we have for sure a strong quad for this season, but it's totally different, the challenge to compare to the last season. Now we have the international competition with Champions League, this is the highest one, and our goals are clear. We are clear also in the club to say, okay, we want to stay in the top flight. But when you see the Mercato in this summer with Olympique Marseille, they did a lot, a new coach, some really interesting players, Olympique Lyon, they don't sleep in the Mercato. Paris and some other teams, they have a good squad, so it's a completely other challenge for us. And also we want to go in the next round in the Champions League and also the ambition in the French club. So we have high goals. For sure, some up and downs, they are coming, that's normal, but the challenge is totally different when you compare this to the last season. C'est l'un des très beaux transferts de l'été en cyclisme, avec l'arrivée au sein de la grande équipe britannique Ineos Grenadier de notre grimpeur monégasque Victor Langelotti, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Victor. Bonsoir. Et quelle belle nouvelle de vous retrouver tout en haut du vélo international. L'une des plus grosses équipes, on va le dire, hein, sans plus tarder, l'équipe britannique Ineos Grenadier. Comment s'est passé ce recrutement incroyable ? Oui, c'est ça. Alors, pour moi, c'est une super nouvelle, une grande nouvelle. Et ça a commencé en avril à peu près. J'ai commencé à avoir des premiers contacts avec la formation britannique. Et ça s'est fait, disons, courant mai, où les discussions se sont amplifiées. Et là, voilà, l'officialisation a eu lieu le 2 août de cette année. Donc voilà, c'est officiel. Je courirai pour l'équipe Ineos Grenadier pour les 2 prochaines années. Donc voilà, c'est une super nouvelle pour moi et je pense pour tout le cyclisme monégasque. Oui, c'est vrai que l'officialisation des transferts, hein, c'est toujours le 1er août. Et vous serez à partir du 1er janvier, vous serez officiellement au sein de cette formation de renom ? C'est ça, c'est au 1er janvier 2025 que j'intégrerai la formation et du coup ce sera pour la saison 2025 et 2026. Ouais, on rappelle que cette formation, avant d'être Ineos Grenadier, c'était quand même une formation qui s'appelle Sky, avec 7 victoires sur le Tour de France, Christopher Froome, Bradley Wiggins, encore Egan Bernal et Geraint Thomas. Quoi. C'est pas rien quand même. Non, c'est ça, moi c'est une formation qui m'a toujours fait rêver. Depuis que je suis junior, même espoir, j'ai grandi avec les victoires du Team Sky sur le Tour de France, avec, comme vous l'avez dit, même Bradley Wiggins, Chris Froome, Egan Bernal et Geraint Thomas plus récemment. Donc c'est vraiment une formation qui m'a toujours fait rêver et là de pouvoir défendre ses couleurs, c'est un vrai rêve qui se réalise, quoi. Ça vient de quoi ? Ça vient de vos performances, notamment de ce printemps ou d'une victoire l'an dernier sur le Tour de Turquie ? Oui, c'est ça, je pense que c'est ma progression d'abord ces 2 dernières années où j'ai fait que progresser jusqu'à arriver au résultat du printemps dernier avec le Tour du Pays Basque notamment. Puis après sur la classique Besançon, j'ai accroché une belle 2e place. Donc toutes ces performances mises bout à bout, je pense, m'ont permis d'attirer leur attention et finalement de signer avec eux. Et parmi les maillots, vous avez collectionné des très beaux maillots, notamment le maillot de meilleur grimpeur hein, sur un Tour d'Espagne. Ça pose son nom, mais on le voit par rapport au physique. Vous êtes un grimpeur puncher, comme on dit ? Oui, c'est ça. J'avais eu la chance de porter le maillot de meilleur grimpeur il y a 2 ans sur la Vuelta. Et oui, c'est ça. J'ai les caractéristiques, disons, physiques et techniques d'un grimpeur puncher. Donc un grimpeur avec un certain punch, une certaine explosivité qui me permet de faire la différence sur des côtes entre 2 et 7 km. C'est là où je me sens le plus à l'aise et voilà. C'est un autre monde, hein, vous passez de la 2e division avec l'équipe Burgos, que déjà beaucoup, hein, ça signifiait beaucoup pour certains, notamment pour les cyclistes amateurs. Là, vous êtes chez les pros, mais là, c'est l'échelon au-dessus, ça veut dire Tour de France, ça veut dire Vuelta, ça veut dire quoi ? Exactement, là c'est la 1re division mondiale et en plus de ça, Ineos est l'une des meilleures formations au monde. Du coup ça veut dire que voilà, elle participe aux plus grandes courses du monde, au Tour de France, Tour d'Espagne, Tour d'Italie, aux 5 monuments du cyclisme mondial, donc les plus grandes classiques. Donc c'est vraiment un énorme pas en avant dans ma carrière et j'espère un jour être au départ du Tour de France et notamment le grand départ 2026 du Tour d'Espagne qui se fera à Monaco et voilà, je rêve de pouvoir prendre le départ de la Vuelta à la maison. Par rapport à vos rêves, j'ai une référence qui me revient à l'instant. On vous avait reçu avec Christian Prudhomme dans un rendez-vous à Monaco en 2 chevaux et vous nous aviez dit que le vélo était venu à vous lors de la présentation du départ du Grand Tour de France ici, avec la vision de grands champions comme Contador. C'est ça, exactement. Je me rappelle très bien le Tour de France 2009 qui partait de Monaco. Et en fait, ouais, ça m'avait, rapproché du cyclisme. J'avais vraiment noué un lien spécial avec ce sport. Et c'est de là, en fait, que tout a commencé pour moi. Donc, le grand départ du Tour de France 2009 a été vraiment un élément déclencheur dans
désormais dans ma carrière. Mais à l'époque, c'était vraiment une claque. J'ai pris une petite claque en étant enfant et ça m'a fait très rapidement rêver. Et je rêvais de devenir comme Alberto Contador, que j'avais eu la chance d'accompagner sur le podium de la présentation du Tour. Donc le Tour de France 2009, ça a été vraiment un élément très important dans ma carrière. Nouveau step, nouvelle étape bien sûr pour vous. À bientôt 30 ans, c'est important d'intégrer une équipe comme celle-ci. Ça va vous changer votre vie, vous savez. Vous n'allez pas dormir pareil, il y a des matelas particuliers, il y a des conditions d'entraînement particulières et des champions d'exception dans cette équipe. On pense à Tom Pidcock là, qui vient de sortir des Jeux Olympiques avec une médaille d'or autour du cou. Il y a plein de choses dans cette équipe, il y a plein de monde. Non, c'est ça, c'est un énorme cap que j'espère passer. Et ouais, c'est l'une des équipes les plus professionnelles, disons, au monde, qui est le moindre petit truc est recherché et travaillé. Du coup, il n'y a aucun détail n'est laissé au hasard. Et après, voilà, comme vous l'avez dit, pouvoir côtoyer des coureurs au quotidien comme Tom Pidcock, champion olympique, ou Geraint Thomas, Egan Bernal qui ont gagné des Tours de France. Carlos c'est vraiment Rodriguez, aussi, oui, Carlos. Enfin, c'est des très très grands champions avec lesquels je vais pouvoir vivre, disons, au quotidien et apprendre énormément d'eux. Dernière question, parce que j'y pense maintenant également. Vous avez déjà votre programme de préparation pour être au top, par exemple pour le départ de la Vuelta. Est-ce que vous allez changer votre alimentation, votre façon de vivre ? Alors ouais, ça j'en ai discuté justement déjà avec l'équipe qui a un staff très élargi avec des préparateurs physiques, mentaux, aussi des préparateurs disons dans la nutrition, des nutritionnistes. Du coup tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. Et voilà, pour l'année prochaine, j'ai très hâte de commencer à travailler avec eux pour pouvoir peaufiner ma préparation en vue des premières courses. On sait déjà qu'on aura plusieurs stages, oui. Notamment un stage en décembre pour préparer du coup la saison suivante. Et voilà. Merci et félicitations Monsieur Victor. Merci à vous. Après l'effort, le plaisir de se poser en plein été, un bon livre à la main. Voici pour vous ce soir 5 idées de lecture, tout genre confondues. En attendant, les habituelles sorties de la rentrée. Top 5, signé Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Et oui, c'est l'été, pendant les vacances, il est temps de se relancer dans les lectures que vous avez peut-être mis de côté. Alors on vous a préparé une petite sélection. Alors Loïc, vous nous avez préparé une sélection de 5 livres à dévorer cet été. On commence par le livre illustré, le manga. Oui, alors Spy X Family, c'est un manga pour toute la famille. Ça va autant aux enfants qu'aux adultes. Vous avez donc le personnage principal qui est un espion qui doit, pour s'infiltrer, créer la bonne famille parfaite. Donc du coup, il va aller dans un orphelinat, accueillir une jeune fille. Elle a 5 ans et elle peut lire dans les pensées. Lui, il ne le sait pas, ce qui du coup crée des situations assez cocasses parce que elle va tout comprendre de travers quand lui réfléchit à ses plans de mission. Ensuite, vous nous conseillez un roman policier. La Psy de McFadden, donc c'est son 2e livre. Ça va parler en fait d'une famille qui emménage dans la maison d'une ancienne psychiatre. Très vite, la femme va tomber sur les enregistrements de la psychiatre. Elle va les écouter et elle va se rendre compte qu'en fait la psychiatre a appris beaucoup de secrets, qu'elle en avait aussi, et l'autrice est très douée pour ça, parsemer des petits éléments qui installent une ambiance et qui fait avancer l'histoire. Petit à petit, on a très envie de savoir la suite puisque du coup il y a vraiment des secrets et des rebondissements tout au long du livre. Super. Ensuite, côté fantastique. Four Wings, c'est pas forcément une nouveauté, même si la série continue maintenant. Le tome 3 sort très bientôt. On va suivre les aventures de Violette, qui est une jeune fille qui normalement était prévue de devenir scribe. Donc une petite vie tranquille au milieu des livres et des archives. Sa mère en décide autrement puisqu'elle va l'inscrire de force à l'école des dragonniers, où la sélection est très rude, où vu qu'elle est fille de général, beaucoup veulent sa peau. Et du coup, par esprit de contradiction et par volonté de survivre, elle va se dépasser tout le temps. Côté littérature française. On a Les yeux de Mona. C'est un premier roman, c'est la petite fille, donc Mona, qui va perdre la vue. On lui annonce qu'elle a 52 semaines, donc à peu près 1 an, avant de devenir complètement aveugle. Son grand-père se donne pour mission en fait de lui faire découvrir l'art et de lui faire apprécier l'art. Donc en fait, chaque semaine, il va l'amener dans un musée différent, voir une œuvre différente, lui expliquer comment l'artiste a créé l'œuvre, dans quel contexte il a fait, pourquoi il l'a fait et comment apprécier ça. Et pour terminer, on n'oublie pas la romance.
Butcher and Blackbird, le sujet est très simple, 2 tueurs en série qui tombent amoureux. En fait, ils se retrouvent par hasard à vouloir aller tuer le même tueur en série. Et ils vont se croiser et puis à nouveau se croiser chaque année pour une sorte de petit défi. On leur donne une ville, on sait qu'il y a un tueur en série dedans, ils y vont et ils doivent le trouver le plus vite possible. Mais forcément, ça rapproche, ça crée des liens, ils sont assez isolés parce qu'ils ont vraiment une passion qui est très unique et en fait, ils arrivent à se comprendre l'un et l'autre. Et pour ma part, je vous conseille Tant que le café est encore chaud. C'est un roman qui se passe au Japon. C'est un café qui propose à ses clients de retourner dans le passé et ça donne lieu à plusieurs belles histoires assez touchantes. L'évasion sous toutes ses formes. Et ce soir, partons ensemble à la rencontre d'un passionné de conquête spatiale. Alan Hofer, qui a tout juste 17 ans, a déjà la tête dans les étoiles. Le jeune lycéen compte à son actif la construction et le lancement de plusieurs fusées. Il a même fondé le premier club de fusées expérimentales en principauté. C'est de sa chambre, transformée en atelier, que toute la magie opère. Son portrait est signé Alban Gingembre et Camille Caloni. Tout commence en 2019. Alan rencontre Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. C'est là que le déclic est arrivé. Je voulais faire partie de l'exploration spatiale. Alan se met à tout apprendre et de la théorie, il passe à la pratique. Il construit une première fusée qui lui permet d'obtenir une certification pour ses lancements. C'est vraiment un travail de manuel, un travail de patience, un travail de persévérance. Parce que des fois, je reste jusqu'à 2-3 heures du matin à travailler. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Et au final, on se rend compte qu'on a fini, on lance la fusée, ça marche. Et là, c'est le plus beau moment de tous. Après, j'ai lancé Daedalus, une fusée plus lourde. C'était vraiment pour confirmer la première fusée. Et après, il y a eu Hercules. J'ai fait vraiment un bond en technologie. Et donc, Hercules est allé à 1000 mètres si je me souviens bien, et ça m'a permis d'obtenir la Level 2 Tripoli Certification qui me permet maintenant de lancer des fusées jusqu'à 10 km d'altitude. Ici on a mon petit atelier avec une loupe pour souder les composants avec la soudeuse, et en bas on a le composant le plus important de l'atelier, l'imprimante 3D qui me permet de faire plein de parties de ma fusée. Et comme tout passionné, Alan pourrait en parler pendant des heures parce que son souhait, c'est aussi de transmettre. En parallèle de mes lancements de fusées, j'ai travaillé avec Orbital Solutions Monaco. On a participé à un projet qui s'appelle ZSat, qui avait pour objectif d'envoyer un nanosatellite dans l'espace. Et un projet qui nous a amené aussi à Dubaï, à l'exposition universelle de 2022, où j'ai pu faire un discours devant une école de jeunes filles qui étaient passionnées par l'espace. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens passionnés autour de nous. Ils ont juste besoin d'une étincelle pour allumer le feu de la passion, disons. Ça me prend tout mon temps et je ne vois pas mon temps défiler. Derrière cette passion, un objectif, envoyer l'homme sur Mars. En attendant, Alan travaille déjà sur un nouveau modèle de fusée, un projet de taille qui reste secret pour le moment. Retour sur Terre, avec toujours un peu de rêve et de magie tout de même, avec les animations prévues ce samedi en fin d'après-midi sur le quai Albert Ier. Pour les plus jeunes tout d'abord, au-delà des structures installées pour l'été, vous pourrez découvrir dès 18h et visiter plusieurs châteaux gonflables. Et un peu plus tard, pour les plus grands, grande soirée en musique sur le thème des années 90 à 2000 qui débutera à 21h30. Et à cette occasion, justement, il est grand temps de regarder tous ensemble ce que nous réserve la météo pour ce week-end. C'est avec vous, et surtout pour les prochaines heures. Christine Datomel. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Demain, les températures oscilleront entre 23 et 30 degrés, un climat orageux donc, avec une possibilité d'averse. De beaux instants ensoleillés cependant. Demain, nous fêterons les Hyacinthes. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec un retour sur un record qui nous a tous marqués ici en Principauté, celui de l'apnéiste Pierre Frolat. C'était il y a 20 ans, et une descente en poids variable à moins 123 mètres, record du monde à l'époque. On se retrouve demain pour un tout nouveau journal à 19h sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.